Il y a eu 3-4 ans comme ça où c'était pas facile d'assumer, où je savais pas quoi répondre. Donc je disais bah en ce moment je fais ça, donc je parlais de mon boulot alimentaire, mais je précisais que du coup c'était un boulot alimentaire. Je dirais ouais, au bout de 4 ans, il y a eu un espèce de basculement où je me suis dit non mais ça suffit en fait, je suis artiste et c'est tout quoi. Je m'appelle Julie Maresque, je suis artiste photographe et je suis artiste depuis une dizaine d'années, voire même un peu plus maintenant. Je suis diplômée de l'école d'art de Brest. En fait, juste après mes études, je suis venue m'installer sur l'île. Il me semblait être une bonne idée au niveau culturel. Je me suis dit que ça pouvait être un bon endroit pour commencer une carrière. Alors moi je suis rentrée directement après le bac. En fait je me suis jamais trop posé la question de mon orientation, pour être tout à fait honnête. Moi j'ai cette chance-là, je ne me suis jamais posé la question de ce que j'allais faire. En fait je crois que depuis que je dessine, enfin, depuis à l'âge de 4-5 ans, on m'a dit tu dessines bien. Et on m'a toujours dit tu dessines bien. Ce qui fait que assez naturellement, je me suis dit que j'allais me diriger vers les trucs que je savais faire, donc dessiner. Donc ça a commencé assez simplement au collège avec l'atelier art plastique du mercredi après-midi. Puis c'est devenu l'option lourde du lycée, du coup c'est devenu le bac L, option art plastique lourde, puis option facultative. Et donc ça me semblait juste la suite logique qu'après un bac littéraire, option art plastique, j'aille faire les beaux-arts. Donc j'ai postulé aux Beaux-Arts de Bretagne, aux 4 écoles, et j'ai fini par choisir Brest. Pour moi, ça a été un peu... Alors, il y a à la fois sur le plan personnel et puis sur le plan artistique, je vais pas dire professionnel, parce que franchement, quand on est étudiant, on est un peu... mais voilà. Déjà, sur le plan personnel, partir à Brest, pour moi, c'était aussi déjà toute une expérience, puisque je viens de Normandie. Et je voulais pas rester en Normandie, mais en même temps je voulais une région qui soit pas trop loin, mais en même temps suffisamment loin pour que je puisse pas rentrer chez moi tous les week-ends, voilà. Donc il y a eu cette espèce de libération, je veux dire de liberté en tout cas, de partir vivre seule, d'être indépendante. Et ces études d'art, ça a été un peu la même chose, c'est-à-dire que, alors j'avais pas de difficultés particulières au lycée, mais je me sentais pas quand même hyper à l'aise dans cet enseignement et dans cette manière d'apprendre. Et être aux Beaux-Arts, pour moi, c'était pareil, c'était la liberté, quoi. C'était génial, c'est-à-dire que je n'ai fait que de la pratique. Je pense qu'on avait des cours théoriques un semestre par an, voire et 1 heure par semaine, peut-être. Voilà, donc en fait, je passais mes journées dans des ateliers. Et passer mes journées dans les ateliers, c'était juste le pied pour moi, quoi. Donc j'ai passé 5 ans à expérimenter, tester, beaucoup glander, rencontrer des gens, voir des choses. Pour moi, ça a été une ouverture aussi, parce que je viens d'un milieu où il n'y a pas de culture. Moi, je viens d'un milieu ultra populaire où la culture, c'est la télévision, quoi. Il n'y avait pas de livres, pas d'expo, pas de sortie. Voilà, donc en même temps, c'est aussi 5 ans où je découvre plein de choses, où je me nourris, quoi. Donc c'était hyper enrichissant. Moi, c'est clairement des années... Enfin, ça fait un peu vieille peau, quoi, mais c'est un peu les années nostalgie, quoi. C'était vraiment super. Il y a eu quelques années où c'était compliqué les années juste après, ouais, c'était pas facile de se présenter. C'est-à-dire quand tu rencontres des gens et qui te demandent ce que tu fais dans la vie, tu sais pas trop quoi répondre, quoi. Il y a eu comme ça, je dirais 3-4 ans, où pourtant je produisais, hein, je faisais de l'art, voilà. Mais en même temps, j'avais des boulots alimentaires, parce qu'on n'en vit pas tout de suite. Ouais, il y a eu 3-4 ans comme ça, où c'était pas facile d'assumer, où je savais pas quoi répondre. Donc je disais, bah en ce moment, je fais ça, donc je parlais de mon boulot alimentaire, mais je précisais que du coup c'était un boulot alimentaire. Et je disais, sinon, le vrai truc que je veux faire, c'est ça, mais voilà. Je dirais, ouais, au bout de 4 ans, il y a eu un espèce de basculement où je me suis dit, non mais ça suffit, en fait, je suis artiste et c'est tout, quoi. Et je l'ai assumé pleinement et c'est devenu plus simple, en fait. En fait, faut pas trop se poser de questions, je crois. Je crois juste que j'ai vieilli, en fait. C'est assez basique hein, comme réponse, mais je crois juste que j'ai vieilli, ouais. Que j'ai pris un peu d'assurance dans mon travail. En fait, tout de suite après mon diplôme, j'ai commencé à exposer dans des lieux dédiés à la photographie. Donc j'ai pas eu ce
temps de rien. C'est-à-dire que vraiment, en fait, je passais mon diplôme et en même temps j'envoyais pour des concours ou des rencontres photographiques, etc. Et j'ai été sélectionnée tout de suite après mon diplôme. Donc j'ai pas eu de phase de rien. J'ai toujours eu des expos et des résidences, voilà. Après de manière plus ou moins dense, quoi. C'est-à-dire que j'ai toujours eu au moins un truc par an. Disons qu'un truc par an, c'est quand même pas un truc de dingue, mais bon, j'ai pas eu de grandes périodes de vide. Donc je saurais pas dire si c'est une expo particulière ou pas, mais ce dont je me rends compte, c'est que... Et je crois que c'est pas juste lié à l'art. C'est-à-dire qu'à chaque fois que tu passes un palier, avant que tu l'atteignes, tu te dis que c'est absolument ce palier-là que tu vas atteindre et qu'il y a que ça qui compte. Et une fois que tu l'as atteint, tu te dis « Ah, bon, je voudrais celui d'après, quoi ». Il y a une espèce d'insatisfaction comme ça, mais je crois vraiment que c'est pas que lié à l'art, quoi. Cindy Sherman, Christian Boltanski, Rembrandt, je sais pas, Le Nain dans les plus classiques, dans les plus vieux. Ah, c'est dur comme question, j'aurais dû faire une liste, parce qu'il y en a plein. Il y en a plein que j'aime vachement et que j'ai pas là. C'est assez large. En même temps, je crois que c'est des gens qui... Je crois que le point commun, c'est quand même des gens qui, à un moment donné, ont travaillé la lumière. Je pense vraiment, ouais. Ouais, ou une image un peu contrastée, comme ça, un peu forte. Ouais, Cindy Sherman, je crois que ça a été un de mes plus grands chocs. J'étais étudiante et j'ai vu sa rétrospective au Jeu de Paume. Et alors, pour le coup, je connaissais pas bien son travail. Je connaissais surtout ses derniers travaux qui me plaisaient pas beaucoup. Tout son travail sur les clowns et tout ça. Et j'ai vu sa rétrospective au Jeu de Paume et ça a été... une grosse claque, quoi. La présentation était hyper simple, c'est-à-dire que vraiment, elle était chronologique. Mais c'était d'une logique quand tu voyais ce parcours, enfin, et toutes ces images se succéder. Enfin, c'était magnifique, quoi. Voilà, après, je sais pas, Malik Sidibé, photographe africain, il y en a plein que je cite pas, là, et j'ai honte de pas les citer. Sur l'île, j'en ai quelques-uns qui sont assez classiques, mais il faut y aller pour des raisons extrêmement différentes, je pense. Le Palais des Beaux-Arts de Lille, ils ont quand même une très très belle collection classique. Voilà, donc faut aimer ça, mais magnifique bâtiment aussi. Enfin, franchement, ça vaut le détour. Après, quand on a des enfants, il y a des lieux comme ça où on n'est plus super à l'aise. Je pense vraiment au Palais des Beaux-Arts encore que mes filles ont grandi, donc je me sens un peu plus au calme quand j'y vais avec elles, mais... la gare Saint-Sauveur sur l'île, c'est un lieu super quand on a des enfants. Parce que y a plein d'œuvres interactives. Et bon, c'est assez disparate. Enfin, il y a vraiment des œuvres très très différentes, de niveaux très différents, etc. Mais quand on a des enfants et qu'on veut les initier à l'art, je trouve que c'est un endroit génial parce qu'il n'y a pas de barrière, quoi. C'est-à-dire que pour le coup, en général, on peut toucher à l'œuvre. Enfin, quand c'est une œuvre interactive, on peut toucher, on la met en action. Enfin, voilà. Il y a un truc comme ça où il n'y a pas de barrière et je trouve que c'est un super endroit pour initier les gens. Après, je sais pas, quand on s'occupe de scolaire, le tri postal, c'est super. Il y a souvent aussi beaucoup d'œuvres et c'est assez riche. Et je trouve ça génial comme endroit. C'est pareil, tu n'as pas de barrière non plus. Si on bouge... le Jeu de Paume, c'est un endroit où j'adore aller. La Fondation Cartier aussi, je trouve qu'il y a des super expos. Et j'adore, au-delà de l'expo, traîner dans le tout petit jardin qu'il y a derrière la Fondation, qui est super quand il fait beau. Le musée Rodin à Paris, j'adore les jardins. Je trouve que c'est un bel endroit aussi. C'est marrant parce que souvent, c'est aussi lié alors à la fois aux œuvres qui sont à l'intérieur, mais pas que. Je me rends compte, du coup, en te faisant la liste, qu'il y a aussi un rapport au bâtiment ou au jardin, ou en tout cas à l'endroit qui abrite les œuvres aussi, que j'aime bien. Alors la Malterie, c'est une association qui a 25 ans. Il y a 2 pôles principaux dans ce lieu. Il y a un pôle musique, avec des studios de répétition pour les musiciens. Il y a une centaine de musiciens à peu près qui tournent dans ces studios. Et puis une salle de concert au rez-de-chaussée, avec une programmation assez riche, où on est à plus de 100 concerts par an. Et puis sur les 5 autres niveaux, c'est les arts visuels, c'est le pôle art visuel. Et donc là, c'est des ateliers d'artistes, des ateliers partagés, un plateau de résidence au dernier étage et un centre ressources et un accompagnement artistique. En fait, quand on est
Donc là, je vais parler du coup pour la partie qui, moi, me concerne, puisque je suis plasticienne. Quand on est artiste accompagné par la malterie, on a un soutien qui est assez général, qui va de questions juridiques, de droits d'auteur, d'un espace de travail, d'avoir un atelier, de rencontres avec des critiques d'art, un accompagnement artistique qui peut être de la mise en relation avec des lieux d'exposition, des lieux de résidence. Enfin voilà, c'est un accompagnement assez large pour porter l'artiste vers vraiment une professionnalité, quoi. Alors moi je faisais pas de photos, je suis allée aux Beaux-Arts parce que je peignais et je dessinais. C'est un truc que je savais bien faire, ça y avait pas trop de soucis. Mais le problème principal que j'ai rencontré aux Beaux-Arts, c'est que je savais absolument pas quoi raconter avec la peinture et le dessin. Et donc c'est un peu problématique, quoi. C'est-à-dire que c'est super hein, de bien savoir représenter des choses et de savoir bien dessiner, c'est très très chouette, c'est très agréable. Mais sauf que quand on n'a rien à raconter, c'est un peu dommage. Et en première année, aux Beaux-Arts, ce qui est génial, c'est que tu testes tout. Tu sais à peu près tout ce qui existe comme médium possible. Et donc j'ai passé un semestre à faire de la photo, et la photo, ça m'a semblé comme une évidence, quoi. C'est-à-dire que là, pour le coup, je savais pas en faire, mais je savais quoi raconter. Donc il a fallu à un moment donné faire le chemin entre les deux, c'est-à-dire entre la peinture et la photo. Et c'est pour ça que je pense que dans ma manière de photographier, la présence de la peinture, elle est hyper forte. Vraiment, depuis le début, depuis toujours. C'est-à-dire que moi, je fais pas de photographie de l'instant, je fais que de la mise en scène. Et la mise en scène photographique, pour moi, c'est comme quand je peignais, quoi. C'est-à-dire, c'est construire une image, c'est qu'est-ce que tu fais rentrer dans le cadre, c'est la composition, la lumière. Tout ça, je le travaille en photo. Mais ça me semble beaucoup plus évident et beaucoup plus clair en photographie qu'en peinture. J'avais pas du tout ce moyen de parler. Alors la couleur des filles, c'est un travail que j'ai commencé il y a 1 an et demi maintenant, où je photographie mes filles et je me mets aussi en scène, ce qui est un peu inédit, hein. Je m'étais encore jamais mise en scène dans mon travail. Alors la couleur des filles, le point de départ, c'est un parcours d'art contemporain en Normandie, pour lequel j'ai été sélectionnée en 2016. Et donc la commande, c'était de créer une œuvre in situ, pour un lieu de cette ville. Voilà, on était 7 artistes à être invités, on avait tous un lieu précis de la ville et on devait créer une œuvre en lien avec ce lieu. Donc moi, j'ai travaillé sur une usine qui a été une ancienne filature, et donc j'ai fait tout un travail de dessin, oui, parce que je redessine depuis 3-4 ans. Donc j'ai fait quand même un retour vers le dessin, mais qui est toujours très lié à la photographie. Mais en tout cas, voilà, j'avais donc été sélectionnée pour ce parcours d'art contemporain, où j'avais créé une œuvre de dessin autour d'ouvrières de la filature. Et donc ce parcours durait tout l'été. Donc comme c'était un peu dispatché aux 4 coins de la ville, il y avait toute une charte graphique qui avait été créée pour l'occasion. Donc un graphiste avait travaillé sur des brochures, des plans. Voilà, il y avait tout un tas de documents, en tout cas à disposition des gens qui voulaient voir toutes les œuvres. Et donc le jour du vernissage, j'ai découvert toute cette communication. Et il se trouve que sur les 7 artistes invités, j'étais la seule femme artiste. Et comme j'étais la seule femme artiste, il y a un truc qui s'est imposé un peu aux graphistes, qui avait décidé d'attribuer une couleur à chaque artiste. Ce jeune graphiste s'est dit, bah c'est une femme, on va lui donner le rose. Voilà, donc je me suis retrouvée avec toute la communication autour de mon œuvre, qui était quand même une œuvre sur la lutte des femmes ouvrières dans les années 20, enfin un truc quand même ultra engagé, légèrement féministe, voilà. Le gars me file la couleur rose, quoi. Donc je me retrouve avec la communication autour de mon œuvre qui s'appelle L'Ouvrière en rose bonbon, partout dans la ville, partout dans les flyers, partout sur les plans, les catalogues, etc. Et ça m'a mise un petit peu en colère, ça m'a un petit peu énervée. Bon, sauf qu'il était trop tard, hein, de toute façon, c'était comme ça. Et je suis rentrée chez moi et j'ai ruminé ça quelques temps, jusqu'à me dire, je sais pas comment, je crois que c'est un peu la première fois que ça m'arrive, j'ai eu besoin de me mettre en scène. Donc j'ai fait un autoportrait où je me suis mise nue, je me suis recouverte de peinture rose. Donc j'ai fait un autoportrait à peu près grand comme ça, où je suis complètement recouverte de peinture rose, en me disant, bah...
C'était une manière de parler au graphiste, quoi. De lui dire merci, grâce à vous, je suis vraiment devenue rose, quoi. Et au-delà du graphiste, après, je me suis aussi posé la question de... il se trouve que j'ai 2 filles. 2 filles qui, toutes les deux, à l'âge de 2 ans, sont devenues absolument dingues du rose, bien que je ne chérisse pas tellement cette couleur. Qui ont voulu devenir des princesses, qui voulaient, je sais pas, mettre du maquillage, porter des robes... Et dès qu'on achetait un truc, voilà, il fallait que ce soit rose. Enfin, vraiment, c'est devenu un truc un peu obsessionnel, quoi. Alors, c'est passé, hein. Mais n'empêche que pendant 1 an, 2 ans, il y a eu comme ça cette obsession du rose, d'être une petite fille, voilà. Et donc, ça m'a amené à me poser la question de ce que ça veut dire culturellement d'être une fille et de ce que ça implique, cette couleur. Donc, c'est un questionnement aussi sur la représentation du corps de la femme, et notamment des corps comme les miens. Il y en a quand même assez peu représentés. Enfin, en tout cas, moi j'en vois peu, ou je le vois assez mal fait, quoi. Enfin, en tout cas, ça m'interpelle. Une espèce de bienveillance sur les grosses sont belles. Je sais pas, il y a un truc que je trouve qui ne marche pas. Enfin, il y a quelque chose qui ne marche pas. Et sinon, quand des corps gros de femmes sont représentés, rarement en autoportrait, et souvent en portrait assez brutal, quoi. C'est-à-dire que soit on est dans un extrême, soit dans l'autre, mais j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop d'entre-deux. Il y a cette question du rose, cette question de la place des filles, de l'éducation des filles, de la symbolique du rose, du vêtement de princesse au travers de mes filles, et puis aussi de la représentation du corps de la femme, mais avec des corps qui sont pas normés ou stéréotypés, quoi. Des corps comme les miens. Donc je me suis mise à photographier mes varices, enfin voilà, des choses qu'on n'a peut-être pas envie de voir, mais qui finalement, enfin pour moi graphiquement, sont assez belles. Donc la couleur des filles, c'est tout ça. C'est pas encore fini. Pour la première fois aussi dans ces images, il n'y a pas de fond. C'est-à-dire que moi j'ai toujours photographié du portrait avec un environnement hyper présent. Là pour le coup c'est vraiment une image frontale, il n'y a pas de décor, il y a vraiment juste des corps. Et puis j'ai ouvert aussi la série à d'autres mères, donc ça c'est un travail que j'ai fait assez récemment, où donc j'ai fait une image avec mes filles où on est toutes les 3 nues, mais recouvertes de peinture rose. Et ce processus, en fait, là, je l'ai ouvert à d'autres mères avec leurs enfants, où je les invite, du coup, à venir chez moi avec leurs enfants. Je leur demande de se mettre intégralement nues. Je leur propose de faire elles-mêmes le mélange de la peinture. Donc elles ont le blanc, le rose, et elles voient à peu près la dose de rose qu'elles veulent mettre sur elles. Et du coup, je les installe, je les mets en position et je les recouvre intégralement de peinture. Donc il y a un côté aussi sculptural à l'image là qui est pour moi hyper intéressante. Et en ouvrant à d'autres mères aussi, j'ai du coup ouvert à des petits garçons. Donc il y a aussi cette question du bleu qui vient d'apparaître et de comment le bleu et le rose se mélangent, comment le bleu prend assez facilement le pas sur la couleur rose. Enfin voilà, il y a tout un questionnement autour de la couleur. En général, ce qui se passe, c'est que souvent, quand je suis sur le point de terminer une série, il y en a une autre qui arrive. Là, il se trouve que j'ai toujours pas fini celle-là et que je suis pas sur le point de la finir, je pense. Du coup, j'ai toujours rien en tête. Malgré tout, j'ai quand même d'autres projets. En général, je passe plusieurs années sur une série parce qu'en même temps, j'ai plein d'autres trucs qui se croisent, mais qui sont pas forcément du projet personnel ou alors des choses que je reprends. Et là, notamment, je suis sur un projet d'exposition de dessin à Brighton en septembre, où je reprends une série de dessins qui s'appelle Mère. Là, c'est aussi un questionnement sur la maternité, sur les photos qu'on peut balancer comme ça sur le net, sur les réseaux sociaux. Enfin, toutes ces images d'enfants sur Internet me posent question. Voilà, et m'intéressent assez peu, je dois dire, et je me demande en fait qui ça intéresse de voir tous ces enfants grandir. C'est super, hein, les enfants grandissent, c'est génial, mais enfin, je comprends pas bien. Voilà, et par opposition, je suis allée chercher des photos d'enfants qu'on n'a pas trop envie de voir, qui sont les enfants morts dans les conflits armés, plutôt les guerres civiles, ou aussi des enfants morts sur la route de l'Europe. Voilà, et je viens les insérer comme ça au milieu de... Donc c'est des photos que je récupère, que je redessine. Donc en fait, je décontextualise, je dessine que les corps. Donc j'enlève vraiment tout le contexte, je me réapproprie l'image en la dessinant. Pour, je sais pas, 10 dessins d'enfants,
qui, je sais pas, mange, joue, rigole, il y a un dessin d'enfant mort. Et comme le dessin est très épuré, il y a une compréhension assez lente de l'image. C'est-à-dire que du coup, je me retrouve à obliger les gens à regarder et à essayer de comprendre ce qu'ils sont en train de regarder. Alors au bout d'un moment, on comprend ce qu'on voit, hein. On comprend que l'enfant est mort et que finalement, c'est pas aussi léger et futile que ça en a l'air de prime abord, quoi. Donc ça, c'est aussi un truc sur lequel je travaille en ce moment et que je présente bientôt. Alors, une ou deux phrases, c'est de la mise en scène photographique. Je parle du monde qui m'entoure. Moi, j'aime bien aller chez les gens. Et faire de la photo, pour ça, c'est super, quoi. Parce que du coup, c'est plus facile de rentrer chez les gens. Quand t'as un appareil photo, quand t'as rien, et tu dis « Ah, j'aimerais bien voir comment c'est chez vous ». Je crois que quand tu fais de la photo, malgré tout, t'es quand même hyper curieux et vachement prêt à la rencontre, quoi. Et ça, du coup, ça peut t'emmener dans plein d'endroits différents. Ça a été les deux. En même temps, c'est génial, la photo, quoi. C'est-à-dire qu'on arrive aux Beaux-Arts et on apprend la technique, et on se retrouve en labo photo, voilà, avec la lumière rouge. Il y a un truc comme ça, hyper romantique et hyper magique, de cette photo que tu trempes dans un bain de révélateur et qui commence à apparaître. Oui, j'ai passé mon temps dans le labo photo pendant 3-4 ans. J'ai squatté de manière assez intense le labo photo. Maintenant, ça m'intéresse plus du tout. Je crois vraiment que j'ai épuisé ce truc de la technique voilà, que j'adorais, mais qui maintenant m'intéresse plutôt. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est de faire l'image. Et du coup, je travaille avec des tireurs qui, eux, s'occupent de la partie technique. C'est-à-dire que j'arrive en leur demandant ce que je veux, hein, mais je fais confiance à des gens qui sont encore plus professionnels que moi de ce côté-là. Et puis en plus, ouais, voilà, ça m'intéresse pas trop, quoi. Enfin, plus. Trop. Alors moi, je crée pas d'image unique, je travaille toujours en série, déjà. En général, une image est le déclencheur de plein d'autres images. Le point de départ, il est assez divers, mais il est toujours inscrit dans des gens que je rencontre, ou dans ce que je vis, dans ce que la société me renvoie, ou des choses qui m'interpellent dans la société. Enfin, il y a toujours un côté social ou sociétal dans mon travail, qui est souvent le point de départ de la série. Alors j'ai une série qui s'appelle Famille harmonieuse, qui est une série d'une 12aine d'images, où le point de départ, c'est deux choses. C'est la première, un article sur internet qui est paru en 2013, je crois, où le titre c'était « Pour être heureux, ayez 2 filles ». Et donc, il se trouve que j'ai moi-même 2 filles, donc je me suis empressée d'aller lire cet article, qui m'a fait beaucoup rire. C'était une étude d'un site de parentalité, un site américain, où ils avaient étudié un panel d'à peu près 4000 familles avec différentes combinaisons. Donc c'était toujours un couple avec 2 filles, un couple avec 2 garçons, une fille, un garçon, 4 filles, 3 garçons, 1 fille, enfin bref. Ils ont étudié comme ça toutes les combinaisons possibles, je crois qu'ils s'étaient arrêtés à 5 enfants, et ils avaient fait un classement. Alors, il n'y avait pas les critères qui avaient été choisis pour faire ce classement. Mais en tout cas, leur conclusion, c'était que les couples les plus heureux et les familles les plus heureuses et les plus harmonieuses étaient les couples avec 2 filles. Donc, je me suis réjouie d'être une famille heureuse et harmonieuse. Je dois dire que je sentais pas particulièrement l'harmonie et le bonheur intégral chez moi, mais pourquoi pas. Enfin, en tout cas, je le sentais pas plus que chez mes voisins qui avaient une fille et un garçon. Enfin bref, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai trouvé ça très ironique. Et cet article, je l'ai lu en même temps qu'en France, on a adopté la loi du mariage pour tous, et où je voyais des manifestations anti-mariage pour tous. C'est la première fois que je voyais des gens manifester pour que d'autres gens n'obtiennent pas un droit. Ce qui, moi, me choquait profondément. Moi, j'ai déjà manifesté des tas de fois et j'ai toujours eu l'impression de manifester pour obtenir ou pour conserver des droits, et pas pour que d'autres personnes n'obtiennent pas un droit que j'ai, moi, par ailleurs. Donc ça, c'est la première chose qui m'a interpellée. La deuxième, c'est que, au-delà de la question du mariage pour les couples de même sexe, la principale question, c'était quand même la question de la famille. Je trouvais que c'était le truc qui était quand même au cœur de tout ça. Et ça m'a renvoyée à moi, quand j'ai décidé d'avoir une famille. Est-ce que je me suis posé la question de savoir si la société était en accord avec mon choix? Absolument pas. Pas du tout. Même pas 3 secondes. Ça,
plus cet article « Pour être heureux, ayez 2 filles », voilà, ça m'a donné l'idée de cette série Famille harmonieuse. Du coup, je suis allée à la recherche de vrais couples, hétérosexuels, homosexuels et mixtes. Et je leur ai donné mes filles le temps d'une photographie. Donc j'ai recréé comme ça de fausses familles. Donc en fait, sur les 12 photos, donc sur les 12 familles qui sont représentées, ce sont toujours les mêmes enfants, puisque ce sont mes filles. Je partage un peu du bonheur et de l'harmonie censé être chez moi. Et ce que j'aime bien sur ce procédé, c'est que dans un premier temps, les gens, quand ils regardent la série, ils voient effectivement des familles, ils voient un couple avec 2 filles, ils voient un ensemble, ils focalisent souvent sur les couples, aussi sur l'univers, parce qu'à chaque fois, je suis allée chez des vrais couples et je les ai photographiés chez eux. Donc, c'est-à-dire que l'espace dans lequel je les photographie a autant d'importance que les gens que je photographie. C'est toujours important qu'il y ait l'environnement qui soit bien présent. Et du coup, c'est comment cette famille voilà, prend place dans cet univers particulier. Et donc, les gens focalisent en général quand même sur soit l'environnement, soit les couples, et assez souvent sur les couples homosexuels, pour être tout à fait honnête. Et puis, à chaque fois que j'ai présenté cette série, je mets un texte à la fin, où je précise que ce sont mes filles, que donc ce sont toujours les mêmes enfants. Et en général, les gens, du coup, font demi-tour, n'avaient pas vu du tout que c'était toujours les mêmes enfants. Et il y a une deuxième lecture qui s'opère, et un deuxième regard. Et pour le coup, là où les enfants étaient à peine regardés, il n'y a plus que eux qui comptent, quoi, dans cette deuxième lecture. Et j'aime bien jouer sur ce décalage, quoi. J'aime bien que les images que je produis ne soient pas lisibles tout de suite, qu'il y ait une deuxième lecture possible, en tout cas. Et du coup, ce qui est posé en creux, c'est quelle est la bonne famille, quoi, finalement. Mes filles n'ont pas l'air plus heureuses avec moi qu'avec plein d'autres gens chez qui je les ai photographiées, quoi. Très clairement. Il y a même des gens, je me dis « Oh, la vache, elles vont vachement bien avec ce couple, c'est très étrange. » Voilà. Et pour mettre tous les couples sur un pied d'égalité, j'ai choisi de reprendre les codes de la photographie de famille du début du XXe siècle. Donc on est vraiment sur des poses très très rigides, avec un des 2 parents assis, les enfants autour. C'est des codes très précis, mais qui permettent comme ça une équité entre les familles, qui, selon moi, permet aussi le trouble, c'est-à-dire le fait de ne pas voir que ce sont les mêmes enfants. Donc voilà, les points de départ, là, pour le coup, c'est des trucs... c'est la société, quoi. C'est ce qui se passe autour de moi. Mais souvent, je travaille comme ça. Alors, je photographie... ouais, je me sers beaucoup des gens autour de moi. Pas seulement, mais c'est vrai. Bah, j'ai tendance à parler de choses qui me touchent de manière assez proche, quoi. Et donc, ma sœur, j'ai commencé à la photographier, j'étais étudiante. Il se trouve que j'ai 15 ans de différence avec cette sœur et que faire de la photo avec elle, c'était pour moi le moyen aussi de mettre en place un rapport de sororité que j'avais pas. Puisque quand on a 15 ans de différence avec sa sœur, on a plutôt un rapport maternel avec elle que... Voilà, clairement, moi, j'ai vécu avec elle, c'était un bébé, quoi. Je suis partie, elle avait 3 ans, j'avais pas de rapport de sœur avec elle. Donc faire de la photo avec elle, c'était un peu ça, ouais. Puis c'était faire un travail sur l'enfance, et effectivement, je pense que c'est parfois plus simple quand c'est des personnes très proches. En tout cas, on a un regard sur eux, on les connaît, quoi. Cela dit, quand je photographie des inconnus, je pense quand je pars en résidence ou en résidence de territoire, j'ai besoin quand même d'un temps assez long pour apprendre à connaître les gens. J'ai besoin qu'ils me racontent qui ils sont pour que je puisse ensuite les photographier. Si j'ai pas ce temps de découverte et d'échange pour apprendre à les connaître, en général, si je fais une photo de gens que je connais, c'est pas très bon, quoi. J'ai besoin vraiment qu'il y ait un échange. Du coup, c'est peut-être pour ça que j'utilise assez bassement les gens de ma famille. De manière assez régulière.